Salut à tous et bienvenue sur le plateau du talk show du Phocéen. Oui, cette trêve est interminable. C'est Steph Cool qui nous dit ça sur le chat. Tu as raison, les trêves. En plus, on doit se faire des matchs de l'équipe de France. C'est pas facile. C'est pour ça, regardez sur ce plateau, pas de Sébastien Volpe, il est parti loin, pas folle la guêpe. Et il a raison de profiter, Seb, mais pour autant on fait des talks. Et c'était son envie aussi parce qu'on s'est séparés un long moment cet été. Donc voilà, vivons cette attente alors qu'on a eu trois très bons matchs, trois beaux avant-bouches, là, des petits tapas en entrée magnifiques avec les matchs de Roberto, de Zerbi. Et ben voilà, passons le temps tous ensemble et passons le temps avec Robin Lenoir qui est avec nous pour cette émission. Bonsoir à tous, c'est pareil, la trêve, dure, hein. Elle est très très dure cette trêve. On a l'impression là, il reste encore 20 jours là à attendre alors que c'est samedi, mais que lundi là. Hein. Les émissions d'analyse, d'éclat en conf d'Mbappé, tout ça, c'est très long. Nous sommes également avec Romain Hering qui nous fait le plaisir d'être là. Salut Romain. Merci messieurs, bonsoir. Quand c'est fermé, c'est pas férié, enfin l'inverse là, je sais plus c'est quoi l'expression, en tout cas nous on est là. C'est pas exact, mais c'est comme toi avec les amuse-bouches, tu as loupé aussi. On va se reprendre, Comment ça Écoute, quand tu te noies, t'es pas obligé de tendre les bras pour noyer les autres. C'est toi tu t'es noyé, donc moi je me suis dit, comme je me noie, je vais me rattraper à Romain aussi. Vous faites un très bon début d'émission les gars, je voulais vous le dire. N'importe quoi. Merci Robin. N'importe quoi. Nous sommes également avec Karim Zeribi. Il est là, Karim, ou pas? Je le vois pas. Ils sont, je crois qu'à la technique, on résout des petits problèmes pour bien sûr avoir une figure historique du talk show avec nous également. La technologie ne va pas nous freiner. Sauna 13, beau gosse, le canut avec le veston. Écoute, oui, c'est une veste caporale. Voilà. Vous êtes beaucoup à me le demander. Je sais que Romain, tu as présenté aussi pas mal d'émissions avec une veste oui, caporale. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et on les paye pas, donc c'est cool. Hein. J'adore Romain. Comment ça va Romain? On va faire une première partie sur Chancel Mbemba et il y a eu un message aussi, je lis vos messages hein, bien sûr sur le chat, on est en direct sur Twitch. Vous pouvez aussi nous laisser des messages sur le forum, sur Facebook, sur Twitter. Vous avez le hashtag LiveTalk évidemment qui existe toujours. On nous a dit on s'embête pendant la trêve, mais il y a une super série sur YouTube, la chaîne YouTube de Chancel Mbemba. Est-ce qu'on a regardé, tiens Romain, le premier épisode? Je crois que ça y est, il est en ligne. Il y a tout, c'est comme les super productions, il y a tout d'un coup. C'est-à-dire qu'il y a les 3 épisodes. Tu peux te faire, voilà, ta guise. Et bien figure-toi que par curiosité, j'ai quand même regardé. Alors, j'ai pas regardé les 3, hein, on va pas se mentir. J'ai regardé celui qui concerne la fin, c'est-à-dire j'ai pas regardé son parcours en Afrique, qui marchait pieds nus, tout ça, j'ai pas regardé. Par contre, j'ai regardé tout ce qui concerne l'OM. Tu as fait un peu comme les présentateurs et les producteurs de télé quand ils ont ouvert le livre de Marie Portolano, quoi. Ils sont allés au chapitre où ça les concerne en espérant pas voir leur nom. On les embrasse. C'est gratuite celle-là. Mais ouais, donc j'ai regardé et c'est très auto-centré, évidemment. M'a beaucoup fait penser à Samuel Eto'o. Voilà. Ah oui, bah là, de toute façon, on est sur le même... Oui, on voit une personne qui se fait surnommer demi-dieu, généralement. C'est ça. Après, attention. Et Chancel, c'est un des meilleurs du monde. Chancel, s'il avait commencé dans les centres de formation en Europe, il serait au Real Madrid. Voilà. Ouais. Si jamais m'était pas fait les croisés. Non, mais faut pas effacer tout ce qu'il a fait de bien et tout, mais je trouve qu'il est un peu surévalué. En même temps, c'est normal, c'est sur son compte YouTube à lui, donc de l'autoproduction. Oui. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et comme je disais, il y a un truc que j'ai retenu, parce que je pense que ça a été tourné, je sais pas exactement, il n'y a pas les dates, mais je pense que c'est mai-juin, tu vois, le tournage, tout ça. Il y a une façon, quand il s'exprime, il dit « Moi, j'ai fait 4 clubs. » Il dit Anderlecht, Newcastle, Porto, Marseille. Et il regarde sa main, il reste un 5e club. Donc déjà, en juin, quand ça a été tourné, parce que quand il le tourne, c'est un joueur de l'OM, il dit l'OM c'est super, nanani, nanana. Donc déjà, quand il le tourne, il se dit j'aurai un club après. Tu vois, moi j'aime pas cette mentalité qui est de dire, il sait déjà, on le savait aussi, hein, Romain, mais que dans son plan de carrière, c'est de partir libre de l'OM en 2025. Et clairement, dans ce passage-là, je l'ai senti et ça m'a pas surpris, mais je me suis dit, bon ben voilà, confirmation, on est un peu dans le vrai quand même sur la situation d'Mbemba, quoi.
Oui, d'ailleurs, tu fais bien de le dire, et c'est pas. Lui, il fait son autopromo sur son média, il a raison. Nous, on va faire la nôtre aussi sur notre média, tant qu'à faire. Rappelez quand même, Romain, que sur ce dossier, tout au long de l'été, les indications qu'on vous a données sur le Phocéen, la lecture de l'événement, bon, voilà. Vous avez refaites-vous un peu les émissions auxquelles on a participé, voilà, dès la mi-août, là, dès qu'on a repris ce qu'on a pu dire sur le dossier dans les OM au café et autres. On n'était pas loin de la vérité de septembre, j'ai l'impression. On dirait un peu la décision de Griezmann. Vous vous rappelez ce documentaire La décision. La décision. C'est Keda, c'est no Keda, je sais pas quoi. Alors ça, c'était avec Neymar, mais je trouve ça, alors que ce soit Mbemba ou Griezmann ou quoi, je trouve ça déjà auto-centré, mais je trouve ça nul. Parce que ça correspond toujours au moment où le gars a un problème. Avec Griezmann, ça a fait un scandale. Avec Mbemba, c'est le timing, il est vraiment dur le timing. Ces community managers ou les gens qui gèrent son image, ils auraient peut-être pu attendre décembre ou novembre. Parce qu'en fait, le publier maintenant, j'ai vu des extraits, un peu comme tu dis Romain, on va dire les extraits qui m'intéressent le plus parce que j'avais pas forcément là envie début rentrée, faire, voilà, pas de foot et me retrouver sur... Si vous aimez Chancel Mbemba, faites-vous la série. Non mais sinon... non mais en plus c'est quelqu'un je pense que c'est quelqu'un qu'on aimait tous jusqu'en juin. Après chacun a eu des positions qui ont pu diverger, mais c'est simplement que là, trêve internationale, il n'y a pas de foot, où il y a Mbappé à la télé. J'ai pas envie de voir Chancel qui m'explique que si effectivement il avait été formé différemment, ce serait Maldini, qu'après l'OM, il vise je sais pas qui, je sais pas quoi. Juste après, une histoire où Cornelius se blesse en plus, où tu te dis comment on va faire parce que Balerdi il est sur le flanc et on a un match à Nice. Moi, je pense à Nice, je pense à Cornelius, je pense aux gens qui... Tu penses à toi. Alors, ton amour, t'as bien aimé. Exactement, et je pense pas forcément à me faire un documentaire sur Mbemba au moment où on a perdu deux défenseurs, tu vois. Et du coup, voilà. Et alors, je me dis peut-être que justement ce documentaire... Alors peut-être, et c'est là où il me fait mentir, et je me dis, tac, il a mis le documentaire le jour où Cornelius s'est blessé et que Balerdi est pas là. Je me dis, non, c'est pas vrai, je pense pas du tout que c'est ça, hein, le timing, mais dans tous les cas, tu te dis, si tu peux tourner des vidéos, potentiellement, tu peux jouer central droit à vocation mouriesque, on va dire. Donc oui, parce que la question est posée, donc Mbemba, on en fait quoi? Mbemba, on le réintègre. Mbemba, il a peut-être des problèmes avec la direction, mais la direction, c'est pas De Zerbi. De Zerbi, lui, il voit le jeu. S'il le voit à l'entraînement, qu'il est meilleur que les joueurs présents, si Mbemba se donne à fond, évidemment, ici, s'il joue le jeu, et c'est le problème, c'est de savoir si lui va jouer le jeu, parce que De Zerbi jouera le jeu. Hein. De Zerbi, s'il le prend à l'entraînement, que le garçon joue bien, joue comme il faut, est meilleur que Murillo, est meilleur que X ou Y, je pense qu'il le fera jouer. À part s'il y a eu des mots avec De Zerbi, à part si évidemment l'ambiance est détestable, mais si l'ambiance est juste détestable avec Longoria, on se rappelle que l'année dernière, on a fait jouer Pape Gay qui a marqué contre Lens et qui a dit les gars, limite je vais prolonger alors qu'il avait déjà signé à Villarreal. Donc dire plus jamais, ever, never, nunca, je sais pas quoi, les gars, ça déjà c'est un truc qu'il faut jamais dire en football parce que sinon tout arrive en vrai. Gay, personne ne le voyait jouer, il a joué. Certains joueurs, on s'est dit plus jamais ils porteront le maillot. Luis Enrique, il est passé de mec de DH, Botafogo, il a failli être prêté à Aldo Cluiso pour revenir et limite c'est Romario le garçon. Donc ne jamais dire jamais. Et s'il est disposé, disponible et que l'équipe en a besoin, comme Gay l'année dernière, comme les jeunes contre Benfica, comme Ulysse Garcia, pêcheur, qui a aussi peut-être une situation qui est différente, à un moment donné, il est là, il est payé, il est au placard, mais les placards ça s'ouvre et ça se ferme. Hein. Je ne connais aucun placard définitivement fermé, même si on est à 99%. Il y a toujours ce pourcentage-là que je vois déjà vos arguments arriver, bande de petits malins, mais il est là, il n'est pas trop mauvais ou potentiellement il peut être dans cette rotation. Moi, je le remets dans l'équipe, je vois ce qu'il donne à l'entraînement. Oui. C'est sûr que s'il ne joue pas le jeu, il repart direct. Mais dans tous les cas, il est obligé de revenir. Hein. Ça, c'est le pragmatisme court terme. C'est-à-dire court terme, mais les gars... j'ai Mbemba sous la main, je le fais jouer. Le long terme, c'est de se dire, tiens, s'il réintègre Ulysse Garcia, il réintègre Mbemba, en fait, les gars qui n'ont pas cédé au bras de fer, qui ne sont pas partis, en fait, ils jouent. Donc, la saison prochaine, ceux qui vont être mis au placard et qui vont être dans les mêmes situations, ils vont jouer aussi. À ça, ils vont se dire, je vais attendre, et puis on verra bien. S'il faut, je l'ai tranquille en août, je peux aller à la plage. Et après, en septembre, octobre, je suis un peu réintégré, je garde mon salaire. Donc, si tu vises le long terme, tu ne peux pas réintégrer Chancel Mbemba pour de nombreuses raisons, et notamment parce que il a eu des offres, là où Ulysse Garcia n'en a pas eu, et qu'il a dit non. Voilà. Donc, non, mais sur le approches, mais Mbemba, il y en a pas. Sur le côté long terme, je t'entends. Même sur le côté court terme, d'ailleurs, c'est un mauvais message que tu envoies même sur le court terme. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il y a 15 matchs jusqu'à la trêve de décembre. On en a déjà joué 3.
il en reste 12. Si tu as un joueur qui est sur le flanc, Murillo ou Balerdi, ça se passe pas trop bien, ou Cornelius, il est en difficulté, tu fais quoi? Tu as Meïté qui peut potentiellement dépanner, mais on n'est pas sûr. Donc en soi, moi je suis dans la version pragmatique en disant bah oui, il y a des joueurs qui ont eu des soucis, oui ça a été compliqué, bah il joue le temps qu'on a besoin de lui parce qu'il est sous contrat, et effectivement ça envoie un mauvais message, mais des mauvais messages on en a envoyé pendant des mois, des années, sur les fins de contrat, sur les primes, pas les primes, les joueurs, pas les joueurs, donc bon, on n'est plus à un mauvais message près aujourd'hui, tu vois, on a vendu Verto le lendemain. Alors, je vais vous pousser tous les deux dans vos retranchements. On va pas demander à Loïc d'aller retrouver l'extrait de ta position lors de ton passage au talk, Robin, sur Boubacar Kamara. Il essaie toujours, pour info, de nous connecter avec Karim Zeribi. D'ailleurs, n'hésite pas, Loïc, à me dire où ça en est. Dis-nous un peu ce que, à ce moment-là, toi, quand Boubacar Kamara est parti, tu as dit quoi? Moi, j'étais catastrophé, première chose, et j'aurais effectivement voulu qu'il ne joue pas les semaines d'avant, sachant qu'il Oui, mais en même temps, oui, mais alors déjà, j'étais plus jeune. Non, mais... Alors, déjà, et je me dis aussi qu'à un moment donné, on a toujours des péripéties dans des saisons, et qu'au final, les joueurs se servent de l'OM, mais aussi pourquoi on ne se servirait pas, entre guillemets, des joueurs en se disant, parce qu'on parle quand même de Chancel Mbemba, c'est pas Ulysse Garcia, justement, où tu te dis, au pire, tu décales Brassier, au pire, tu fais, je sais pas qui, Rongier, tu lui trouves un poste hybride. On parle quand même d'un garçon, Chancel Mbemba, on aimait tous à peu près jusqu'en juin. Il y a des personnes ici qui l'appelaient Monsieur Chancel, je vais pas parler mal de Seb, mais c'est de lui que je parle, et il le sait très bien, et il a raison. C'était quelqu'un avec qui on avait beaucoup d'estime, il a eu des problèmes avec sa direction, il a eu des problèmes avec des gens, moi, il n'a pas eu de problème personnel avec moi. C'est un gars qui a un niveau qui, pour moi, aujourd'hui, jouerait s'il n'était pas dans cette Ramboglio, dans toute cette histoire. Et je me dis que oui, Romain a raison par rapport au message envoyé. Oui, je vois très bien ce que tu dis par rapport aux fins de contrat. Mais je me dis que des entorses, on va en faire, on en fera encore. Des mauvais messages, on en enverra encore. Mais si on envoie beaucoup de mauvais messages, mais qu'à la fin, on est second, je préfère une équipe avec beaucoup de mauvais messages, et on verra bien, plutôt qu'une équipe qui a envoyé des super messages, mais qui est 4e ou 5e. Parce que tu perds tes points là, tu les récupéreras plus. Il y a 34 journées. Le parallèle, c'est vrai, qui existe, et dans le football récent que tout le monde a à l'esprit, c'est Paris qui avait décidé de ne plus faire jouer Adrien Rabiot sur les 6 derniers mois de son contrat, et ça ne leur avait pas souri en Ligue des Champions. Vous allez me dire, ça leur a jamais souri. Non, mais nous, on a le cas Gay qui est très récent au final. Parce que Gay, c'était quasiment la même chose. Tout le monde savait, y compris Longoria, qu'il allait à Villarreal l'année dernière. Tout le monde le savait, Gay le savait, même notre ami Marcelinho le savait. On avait besoin de lui contre Lens. Contre Lens, il nous met ce but qui nous remet dans une potentielle course. À l'époque où on s'est dit, ça s'est pas fait. C'est pas le même cas, mais ça y ressemble. Tu vois ? Non, tu as raison, mais historiquement, les bras de fer joueurs loft, ça se règle 90% du temps avec une réintégration du joueur, avec le club qui dit bon, tant pis, on s'est fait avoir, il partira libre. Je pense à Gomis. Je crois que c'était à Lyon, par exemple. C'est ça. Ouais, effectivement. Effectivement, il y a un peu plus de 10 ans. Après, tu l'as aussi, Chancel Mbemba, parce qu'on en parle de lui, il a fait à Porto aussi. Je rappelle qu'il est parti libre. Et je rappelle que ce qu'on dit souvent, c'est Bilal qui disait ça m'avait marqué, c'est vrai. Un joueur, il arrive souvent comme il est parti, ou il part souvent comme il est arrivé. C'est-à-dire que Chancel, il est parti libre de son dernier club. Oh, bizarrement, il est encore libre. Adrien Rabiot, parti libre du PSG. Il a fait à la Juventus, parti libre de la Juventus, et il sait toujours pas où il va. Donc, tu sais que ce garçon-là, il est problématique. Tu sais que sur ses fins de contrat, potentiellement, il a essayé de te la faire à l'envers. Pas de souci. Il joue 10, 12 matchs, et s'il est bon, les autres, ils diront oui, mais vous avez fait des passes droits à Chancel. On lui dira oui, mais tu as le niveau de Chancel Mbemba pour... Les passes droits, c'est aussi pour les gens qui sont bons. Demain, tu vas pas faire un passe droit à Ulysse Garcia en disant bah ouais, alors Ulysse Garcia, il est super gentil. Bon, il est en contrat jusqu'en 2078, là, je sais pas comment il a négocié, lui, il a un très bon agent. Mais tu te dis, le passe droit, c'est quand t'es bon, t'as toujours des passes droits. Quoi qu'il arrive, et tout le monde le sait dans le foot. Et c'est vrai que Chancel Mbemba, sous le maillot de l'OM, on peut pas lui reprocher grand-chose. Quand t'es bon, tu le sais, les joueurs, ils en parlent même eux après carré, ils disent alors lui, il s'entraînait pas. Tu demandes à les gars de Chelsea, ils te disaient mais Hazard, moi je l'ai pas vu sur le terrain. Là, tu as eu une interview qui est sortie sur Ruffier à l'époque où il était stratosphérique avec Saint-Etienne. Il disait Ruffier, j'ai jamais vu à l'entraînement. Je sais même pas où il était. Et au final, il était bon, il te fait gagner les matchs et tout le monde lui serrait la main. Si demain Chancel il rentre contre Nice. Dans des manifs peut-être. Ouais, ou en CRS avec Rongier à sa gauche. Mais si tu le vois au prochain match contre Paris, il refait le même match Chancel qu'il a fait à l'époque avec Malinowski et compagnie. Ce match-là où il a été étincelant contre le PSG. Tu vas le garder. Tu vas te dire il était bon.
On va voir une petite infographie qu'on vous a préparée vous avez travaillé sur Chancel Mbemba. J'aime bien ces stats. Sur les deux dernières saisons, 82% et 72% temps de jeu disputé. Donc on est à chaque fois sur du top 5, top 6 en termes de temps de jeu sur les deux dernières saisons. Et en termes de notation, il est à chaque fois sur le podium. Et puis surtout pour un défenseur, 13 buts, 3 passes en 2 saisons. Si, c'est meilleur que Luis Enrique, même nombre de matchs. Pas grand monde qui peut se targuer d'avoir ces stats-là. Mais il y en a un qui peut, notamment lors de ses participations au talk show. C'est Karim Zeribi qui est enfin avec nous. Comment ça va, Karim? Salut, ça va? Ravi de te retrouver. Je vois marqué député européen. On va te demander comment ça va. On va te demander des nouvelles. Tu es un personnage, tu es un compagnon de route du talk show. Donc, on a envie déjà de prendre des nouvelles de toi. Dis-nous un peu comment ça va. Mais ça va très bien. Vous m'entendez là ou pas? Oui, on t'entend nickel. Ouais, non, ça va très bien. Député européen, ça commence à faire un peu vieux, quoi, parce que ça fait 10 ans. Et puis depuis, je suis dans les médias, comme vous le savez, donc un contrat avec le groupe Canal, puisque je suis toujours sur CNews, donc ça va faire 7 ans. Donc j'ai arrêté C8 volontairement, c'était un choix de ma part. J'ai pas voulu repartir. Et puis C8 va s'arrêter tout court de toute façon, donc c'est un... C8 ça va s'arrêter en février. Bon choix. Après, bon, ça repartira sur autre chose, mais bon, voilà, c'est plus mon sujet. Et puis je suis toujours content d'être avec vous, ça me permet de parler foot. Et puis comme je vais pouvoir parler foot aussi régulièrement sur Sud Radio, parce que j'attaque une émission tous les jeudis de 20h à 21h. Avec un autre Marseillais. Ouais, Lionel Rousseau, journaliste qui a opéré justement sur le groupe Canal, mais aussi Europe 1 et autres. Lionel qui est un super mec. Donc il m'a proposé de repartir dans cette aventure. J'ai dit oui. Donc entre CNews, la politique, Sud Radio, le foot, c'est bien. C'est bien. Très bien. Ça me convient. Et donc du coup, dis-nous un peu, Chancel Mbemba dans le loft, tu trouves ça normal, toi, en termes de gestion? On a beaucoup parlé il y a 2 ans, je me souviens, sur Camara qui part libre. Est-ce qu'il faut faire un exemple ou est-ce qu'il faut être pragmatique? Est-ce qu'il faut faire de la politique, Karim, non, sur ce cas? C'est toujours délicat parce que à un moment donné, tu veux mettre en place une politique pour le club et qui doit être une politique aussi exemplaire et un peu référence. Et puis en même temps, tu te dis bon, le joueur veut pas partir, il veut rien savoir, il est là, il est disponible, il faut l'intégrer malgré tout dans le groupe pour qu'il puisse s'entraîner convenablement. Tu sais pas si dans la saison tu auras pas besoin de ce garçon, même si au départ tu fais un choix dans l'effectif qui te dit que tu n'en veux plus, que tu aurais préféré le voir partir. Si les deux parties ne s'entendent pas, il va bien falloir à un moment donné, je dis pas qu'il y en a un qui cède, mais qu'on regarde l'intérêt du club. Peut-être qu'il servira dans la saison, on le sait pas. Moi, en tout cas, je trouve que ça a toujours été un garçon solide, hein, même si on peut parfois critiquer ses performances. Voilà, il faut l'intégrer dans le groupe, il veut pas partir, on a tout fait pour que ce soit le cas. Il y a des blessures, il y a des suspensions, il y a beaucoup d'aléas dans un groupe, dans une saison. Donc peut-être qu'il sera utile, on se rendra compte que finalement, le fait qu'il soit pas parti, c'est pas si mal. Précision à toute fin utile, réintégré, il sera réintégré puisque légalement, le loft n'existe plus hors période de mercato, donc il va réintégrer à son retour de sélection le groupe principal. Et il y a Dantag qui nous posait en question, est-ce que vous n'avez pas peur qu'il foute un peu la merde? Voilà, désolé du terme. On rappellera que ça peut être le cas s'il y a plusieurs joueurs qui au final sont mis dans le loft, il est un peu seul sur ce coup-là. Mbemba, du coup, il se retrouve seul parce que les autres ont trouvé une porte de sortie ou sont réintégrés, on va dire, plus globalement, Romain, comme Ulysse Garcia. Donc, j'ai pas l'impression le fameux Mbemba gangrène le vestiaire. Bon, ça peut toujours se produire, mais il y a peu de chance, non? Je pense que le phénomène de clan, on est tranquille là. Pardon. Donc, oui, vas-y, Romain. Non, mais voilà. Moi, je pense qu'il y a très peu de chances, surtout qu'il réintègre le groupe. Hein. Parce que je t'ai entendu, Romain, mais tu sais que cette année, on a eu un changement de terminologie pour le groupe de l'équipe réserve, qui s'appelle comment? Qui s'appelle le groupe Pro 2. Et dedans, il y a des pros. Donc, à mon avis, il va aller gentiment dans le groupe Pro 2.
pour pas se mettre à la faute avec un entraîneur qui a les certifications et un staff qui a les certifications. Jean-Pierre Papin a des diplômes. Je pense que le staff de Jean-Pierre Papin est plutôt pas mal. Donc je pense très bien que Chancel Mbemba va rejoindre Soglo, les jeunes pros du centre, etc. et qui s'entraînera pas avec De Zerbi, mais je peux me tromper. Défense Chancel Mbemba, Kassim Abdallah. Ça se tient et c'est à mon avis, effectivement, Romain a raison et je suis d'accord avec lui sur ce côté-là. Je me dis juste qu'à un moment donné, on a ce petit pragmatisme jusqu'en décembre parce qu'on a l'impression qu'il va faire la saison, mais il y a un mercato entre-temps, donc il peut aussi partir en décembre. Et comme j'expliquais, il reste 12 matchs. Il n'en reste pas 150, donc le prochain mercato, c'est dans 12 matchs. Si tu es vraiment en galère, si c'est vraiment compliqué, est-ce que tu vas te priver d'un garçon comme ça? Après, mais j'entends tout ce que vous dites, mais... Et il peut encore partir parce qu'il y a encore des marchés qui sont ouverts, effectivement. Donc, le Qatar, notamment. La Turquie, le Qatar, c'est aujourd'hui, mais la Turquie jusqu'au 13. Donc, on a vu le mercato turc avec Kostic, avec bien sûr Osimhen. Il y a beaucoup de joueurs importants qui signent là-bas. Je ne serais pas surpris qu'on travaille là-dessus en ce moment à l'OM, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, écoute, pourquoi pas? Ça pourrait être une sortie tardive, mais par le haut. Tiens, il y a Nacho 09400 qui nous dit: il en pense quoi, Karim, de l'élection de la LFP? Ben, écoute, ça tombe bien. Tu vas avoir l'avis de Karim, mais aussi celui de Robin, de Romain et le mien, puisque c'est l'objet de notre deuxième partie. Ce sera ce mardi l'élection du nouveau président de la Ligue de football professionnel avec un Vincent Labrune, qu'on connaît bien, qui va tenter d'obtenir un deuxième mandat. Le premier, c'est pas très bien passé. On en veut un deuxième, tout parallèle avec... Bon, bref, pardon. Il aura face à lui Cyril Linette, ancien camarade. On en parlait de Lionel Rousseau à l'époque à Canal+, quand ils officiaient sur Jour de foot notamment. Et on voulait faire une partie là-dessus, je vous cache pas, parce que j'aimerais bien qu'on débatte de la position de l'OM sur ce sujet, sur le sujet global de la LFP, sur le sujet des droits télé, de CVC, de toute cette répartition où en tant que supporter de l'OM, des fois on peut s'estimer floué. Je rappelle que CVC donc, qui a distribué 1,7 milliard d'euros contre des parts à vie dans la Ligue de football professionnelle, des parts à vie, ils ont 15%, je crois, un truc comme ça à vie. L'argent est allé essentiellement au PSG, 200 millions. L'OM et Lyon ont pris 90. Derrière, tu as Rennes, Nice qui ont 80. Alors qu'on sait très bien que s'il y a deux... On ne nie pas le fait que Paris soit une locomotive, mais il y a l'OM, ce qui fait que écouter les émissions foot, je collabore avec l'After sur RMC, je peux vous dire que l'essentiel des débats, si on fait une émission où ça parle ni de Paris ni de l'OM, on se fait reprendre par les chefs en haut. Pense aux Giants et compagnie, c'est pas que dans les sketchs de Cazard. Tout ça pour vous dire que on peut trouver que l'OM est un peu lésé dans cette histoire, et pourtant, pas une phrase de Longoria contre ce système. On a beaucoup entendu les Nicolin, les Jean-Pierre Caillot, les Ougourlian parler. Quasiment pas un mot du côté de l'OM. Est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce que, in fine, c'est parce que cette situation-là, globale, nous profite ou pas? Tiens, on va commencer par toi, Karim, pour le plus grand plaisir de Nacho 09400. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, on a commencé le sujet avec la position de l'OM. Moi, je dirais plutôt la non-position de l'OM. Parce que justement, il n'y en a pas de position de l'Olympique de Marseille. Donc, il y a une absence totale dans le débat de l'OM. Il n'y a pas de voix marseillaise, en l'occurrence. On sent bien que ça met tout le monde mal à l'aise, cette candidature à nouveau de Labrune, avec Cyril Linette rattrapé sur le fil par l'UAF, l'Union des acteurs du foot, là, et le mode d'élection, les salaires exorbitants de Labrune, dans des conditions pas très nettes. Je veux dire, bon, voilà, et c'est vrai que pour les intérêts de l'Olympique de Marseille, on n'entend aujourd'hui aucune voix. C'est quand même très surprenant. C'est pas très sain ce qui se passe de mon point de vue avec cette élection du président de la Ligue de football professionnel. D'abord, il n'y a pas une grande concurrence, il faut le dire quand même. Il n'y a pas énormément de candidats. Il y a des clubs aujourd'hui qui sont sortis du conseil d'administration pour marquer leur désaccord.
voilà, c'est tout sauf très sain, très cohérent. C'est quand même des arrangements entre amis, tout ça. Et alors, dans la série... Je ne sais pas si on fait partie des amis, mais on aimerait bien le savoir. Dans la série pas très sain et pas très cohérent, sachez que l'élection se déroulera dans un hôtel particulier, parce que bon, la Ligue a acheté des bureaux 3 fois le prix, et quand on sait le prix du mètre carré à Paris, donc ça se règle, ils ont acheté un immeuble en centaines de millions d'euros, hein. Mais ça se fera pas là, même si c'est assez grand. Ça se fera dans un hôtel particulier du 17e arrondissement, un hôtel qui appartient au groupe dans lequel a travaillé Vincent Labrune après son départ de l'OM. Voilà. Bon, c'est juste comme ça. Tiens, Ofada83 qui nous dit, là on n'entend plus Romain Hering, c'est pourtant le plus intéressant à écouter. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, Romain? Gentil déjà, merci. Voilà. Non, mais j'en pense que y a... Longoria, moi ça me surprend, mais en même temps, est-ce que quelqu'un, dans tous les noms qu'on a vu défiler, merci Loïc pour l'animation, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se permettre de voter, prendre Voilà, il n'y a que 15 votants. Hein. En fait, ils sont 17, mais dans les 17, il y a Labrune et Linette. Donc, il y a 15 personnes qui vont décider du destin du foot français. Ouais, on se doute pour qui ils vont voter, ouais, effectivement. Voilà, et Labrune a besoin que de 8 mecs. Donc, on voit, il y a beaucoup de gens qui sont proches de lui dans la liste. Donc, on se doute que Labrune va être élu. Mais moi, je me dis, Longoria, il ne peut pas se permettre de faire une sortie médiatique anti-Labrune, puisque... visiblement, tout le foot français va lui manger dans la main, etc. Mais comme ça se vote à bulletin secret, je serais pas surpris quand même qu'il vote pour Cyril Linette, parce que Linette est plutôt sur sa ligne quand on entend les discours de Longoria et de Linette. Longoria dit il faut faire beaucoup plus de magazines, à faire animer la Ligue 1, que les gens ils en aient toute la semaine avec des reportages inside, etc., etc. C'est très Longoria. C'est un peu ce que dit Linette. Donc, et c'est pas du tout ce que propose DAZN. Donc, moi, je serais très étonné qu'il vote pour Labrune, à moins que ça vienne de plus haut et que McCourt lui dise de voter pour Labrune. Voilà. Mais sinon, je serais très, très surpris. Voilà. C'est ça, parce que dans le réseau de Vincent Labrune, il y a aussi Franck McCourt, puisqu'il était toujours, même si officiellement plus président de l'Olympique de Marseille, toujours un peu dans le giron au moment de la vente via Margarita Wood-Dreyfus. Ça reste indirect, hein. Oui, il a toujours des relations là-dessus, donc peut-être aussi, tu as raison, que Longoria là-dessus veut pas. On a eu des messages aussi qui nous disaient, Longoria, il est plus directeur sportif, il va pas trop se mouiller là-dessus. Effectivement, si Labrune derrière est réélu, ça peut être un peu compliqué. C'est un bulletin secret. Oui, non, mais de faire des sorties avant pour dire... la sortie, oui. On a vu ce qu'a fait Textor de Lyon, par exemple, quand il a commencé à mettre son nez dedans. Bon, déjà, quand il met son nez quelque part, il se passe toujours des dingueries, mais là, pour le coup, il avait fait un communiqué où il expliquait qu'il trouvait ça absolument aberrant, ce qui se passait. Et du coup, déjà, il vote pas. On voit que Lyon a, au final, très peu d'implication dans ce vote, mais le fait de ne pas prendre de position, comme dans beaucoup de sujets en politique ou ailleurs, c'est une position. C'est de se dire, on va voir ce qui se passe. Et puis, vu que c'est en plus, comme tu dis, à bulletin secret, si c'est Cyril Linette, même s'il y a très peu de chances que ce soit lui, Longoria expliquera que Cyril Linette est une personne formidable et qu'ils ont la même vision. Et si c'est Labrune, il dira que Labrune n'est peut-être pas si formidable que ça, mais qu'il a quand même tenu la baraque et qu'il veut bosser avec lui dans l'intérêt du football français pour que ça se passe bien. Enfin, tu connais l'histoire. Tant que tu n'as pas pris justement cette position comme a pu prendre Nicolin, qui s'est fait complètement ouvrir en deux avec son resto à 40 €. D'ailleurs, depuis, je ne vais plus au restaurant à cause de cette déclaration parce que je préfère regarder les matchs. Est-ce que tu es abonné à DAZN? Et je ne suis pas abonné à DAZN, du coup je vais au restaurant. Mais voilà, en fait le problème c'est que quand tu prends une position, et souvent c'est une position binaire parce que c'est soit Linette, soit Labrune, là c'est pas un truc où tu peux dire oui, non mais tu comprends, moi j'aime bien, j'aime pas. Là tu es obligé de prendre un parti, et le parti gagnant, si tu as pris le bon parti, le bon cheval au départ, ok, tu fais une bonne course. Par contre, si tu as pris le mauvais, que tu l'as complètement défoncé et que c'est lui qui est élu, après pour aller lui serrer la main et sur le mandat qui est en plus un mandat assez long, tu vas te retrouver un peu bête, et potentiellement tu peux aussi te faire des paranoïas en disant les arbitres, alors que ça n'a aucun rapport, hein. Mais tu as toujours aussi les supporters qui diraient oui, tu as vu Longoria, il a défoncé Vincent Labrune et du coup il nous a mis Stéphanie Frappard pour le Classico, des trucs, tu vois, et tu vas te retrouver dans des situations où il a fait le choix de beaucoup de politiciens, beaucoup de gens aujourd'hui. C'est le ni oui ni non, et il félicitera le gagnant parce que c'est une personne formidable. Parce qu'au final, peut-être que ce qui nous concerne aussi, Karim, c'est peut-être tout simplement là pour Longoria, de se dire, tu sais quoi, on gère le mercato. De toute façon, ça c'est un champ, on va dire, où je pars avec trop de retard.
autant se concentrer sur ce que je maîtrise moi et pas perdre d'énergie bêtement dans des lieux de lobby. Voilà, tout simplement. Oui, mais en même temps, je sais pas, peut-être que je suis trop vieux, mais c'est pas très marseillais comme position. Donc on a connu des présidents qui savaient donner de la voix, et on peut donner de la voix sans défoncer qui que ce soit. On peut être force de proposition, hein. Moi qui ai fait de la politique dans ma vie, je considère qu'on n'est pas là que pour être dans la confrontation stérile, bête et méchante. Si Longoria il a une vision qui peut arranger les affaires du club, ben, il faut qu'il le dise sans rentrer dans la gueule de la brune. Il peut donner une voix qui est celle de l'Olympique de Marseille, tout simplement, et sans se mettre mal avec qui que ce soit, mais en disant quelle est notre identité sur le dossier, qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce que nous préférerions. On parlait d'utilisation des fonds là, avec des magazines et autres. Je sais pas moi. Donc, là, on est muet, absent. On a l'impression qu'on ne compte pas. Et qu'on ne pèse pas, alors qu'on sait très bien qu'il se passe des choses dans les coulisses. Mais moi, j'aimerais bien qu'on assume une position, une vision. On est l'Olympique de Marseille, on est plus grand que le Français, quoi. Je veux dire, donc, et on est absent totalement du débat. Ça me dérange un peu, moi. C'est pas ma façon de voir les choses. D'ailleurs, on notera l'approche de cette élection fait qu'il y a des petites choses qu'on peut remarquer qui ne sont pas du tout le fruit du hasard. Rappelons qu'il y a une information qui est sortie aujourd'hui qui explique que DAZN va être moins cher. Oui. Pas un hasard que ça sorte la veille de cette élection. Une offre. D'ailleurs, ceux qui se sont déjà abonnés et qui pensent que ça va passer automatiquement au tarif réduit, non, il va falloir que vous appeliez et que vous négociez de gré à gré. Ouais, non, à chaque fois, ça va être gré à gré, pardon, au cas par cas. Voilà, là, Romain, tu peux dire que je me noie. Donc déjà, il y a cette petite histoire-là qui est sympa. Sachez que Beansport n'a toujours pas réglé son enveloppe. Ça, c'est fou. Voilà, juste avant, notamment avec le collège des présidents de Ligue 2. Donc là, je peux vous dire que le vote, on a vu l'animation de Loïc. Ils n'ont même pas signé Beansport. Oui, il y a un accord. Il y a un accord verbal tacite, mais ils n'ont pas signé sur les fameux 40 millions d'euros. Ils diffusent les matchs. Donc, donc ça excusez-moi, parce que voilà, il y a des voix quand même de présidents de Ligue 2. Bon, ben là, excusez-moi du peu, mais voilà, on sait très bien. D'ailleurs, Bernard Joannin, qui est quand même le président d'Amiens, qui est quand même, on va dire, assez proche de Vincent Labrune. Mais j'aurais aimé, comme disait Karim, j'aurais aimé qu'on prenne position. J'aurais aimé qu'on dise oui, nous on veut ça, nous on est d'accord. Mais est-ce qu'il y a aussi la solution, ou disons l'hypothèse, qu'il soit d'accord avec aucun des deux? Parce que moi j'ai entendu Cyril Linette, il a un discours qui est sympa, mais il a beaucoup de choses déjà qui ne sont pas de son ressort en disant on va faire payer tant. Non, c'est les chaînes qui choisissent le montant, c'est une entreprise privée, c'est pas le président de la Ligue qui va sortir les prix et tout ça, c'est toujours pareil, c'est des promesses qui n'engagent que ceux qui les croient, mais moi je peux pas y croire parce que simplement, tu peux pas imposer à une entreprise privée de faire 20 €, 10 € le match, le pay-per-view et tout. Pour l'instant, ça n'a jamais été proposé. Et en plus, DAZN ne l'a jamais évoqué. Cyril Linette peut être parti en très bon terme de Canal. Ils vont pas investir à perte. Exactement. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce côté. Est-ce que vraiment on peut se ranger du côté de Cyril Linette? Parce qu'en fait, parce qu'on déteste Labrune, on peut se dire peut-être que Cyril Linette c'est beaucoup mieux parce que je déteste Vincent Labrune. C'est en gros, j'aime pas les brocolis. Bon, je vais manger de la salade, mais en final, t'es même pas sûr d'aimer, tu vois. Et le problème, il est là aussi, c'est que tu as entre guillemets, ce cul entre deux chaises, si je puis dire, ou potentiellement tu te dis peut-être que les deux sont pas fous et que si je me prononce pour l'un ou pour l'autre, dans tous les cas je sens le fiasco arriver parce que c'est quand même un peu ce qui se murmure, c'est à se dire mais en fait tu vas prendre parti pour un ou pour l'autre, mais potentiellement en décembre DAZN ils sont partis aussi. Dernière petite observation messieurs, présentation ce lundi de Neil Maupay en conférence de presse avec Fabrizio Ravanelli. On le sort malin, très malin, un très beau costume italien, bien sûr, toujours la classe Fabrizio, mais Fabrizio c'est la classe parce que aussi ça permet de ne pas avoir Pablo Longoria à ce moment-là en conf de presse, de ne pas avoir un Pablo Longoria qui a à s'exprimer sur ce sujet épineux, on l'a bien noté. Voilà messieurs, on verra demain, on se fait guère d'illusions, tu l'as dit Romain, sur l'issue de cette sélection. On a évidemment, comme l'a dit Karim, je pense, tous envie d'un OM un peu plus présent, d'un OM qui se fait plus respecter dans la répartition des droits télé, dans la prise aussi et qui soit justement force de proposition. Donc à voir comment ça évolue. Nous, on va basculer. Il y en a beaucoup qui nous disent on veut parler foot, on veut pas, même si on est en trêve, même si on souffre. On traite
Et on se fait... Il faut bien le regarder, le foot, les gars. Exactement. C'est très important, ces élections, effectivement, parce que derrière, on se prend des tarifs bizarres et on ne sait pas comment ça se dégoupille. Donc, c'est bien de profiter aussi de ces moments-là et de parler de sujets de fond. Mais oui, on va reparler de foot. Bah, tiens, dès maintenant. Place au foot, messieurs. Alors, on va pas faire un preview du match contre Nice. C'est samedi, on a le temps. Il y aura un talk jeudi. On analysera l'équipe. On se fera un gros coach, c'est nous. Pas de souci là-dessus. Mais je profite de vous avoir tous les trois. Je rappelle Robin Lenoir, Romain Hering, Karim Zeribi, pour parler du double pivot. J'appelle ça comme ça, le double pivot Højbjerg et Kondogbia. Alors, Højbjerg, on est tous fans. On s'est mis à regarder un peu ses buts avec le Danemark là parce qu'il est encore monstrueux pendant la trêve. Il est très chaud. Il ne s'arrête pas. Donc on veut le voir sur le terrain à tous les matchs. On est tous d'accord, on ne va pas faire un débat là-dessus. On est tous en admiration devant notre nouveau capitaine. Voilà, on l'a décidé, c'est comme ça, le capitaine, maintenant c'est lui. À côté, il y a... Qu'est-ce qu'il y a, Romain? Touche pas Balerdi. Non, mais Balerdi, il n'est pas là. C'est dans l'optique de Balerdi absent. Mais même Balerdi, c'est bien, mais Højbjerg, c'est quand même... ça fait plus capitaine. Bon, bref. Ah, il a joué 3 matchs. Hein. On va peut-être se calmer aussi un peu sur ça. 3 saisons. C'est 3 matchs, c'est 3 saisons. Voilà. Juste là-dessus, quand même. Je vois des messages là, Fabio. Alors, c'est marrant parce qu'on veut qu'on parle foot, mais en même temps, on nous remet plein de questions sur le zéro débat sur le Phocéen, sur le badge visite Qatar, sur le maillot. C'est une... Attendons de voir. On est encore loin de cette histoire, mais on en parlera bien sûr quand ça sera plus concret. Concernant Kondogbia, messieurs, on se dit tous, bon ben là, Kondogbia, bonne surprise, il a fait des matchs plutôt pas mal, mais de toute façon, il y a Ismaël Koné qui va venir. On l'a pas vu jouer, mais c'est tous notre chouchou, on l'attend de voir. Et si c'est l'objet de ma question, et si Kondogbia, en fait, c'était pas si mal et ça permet un équilibre. Avant d'entendre votre avis, je vais vous faire écouter un petit extrait en interview d'après-match avec Geoffrey Kondogbia, justement après le match de Reims, qui expliquait un peu les consignes de Roberto De Zerbi pour son duo avec Pierre-Emile Højbjerg. Non, je pense que la consigne principale, c'est d'être connecté. Il faut être connecté avec et sans ballon. C'est le mot d'ordre de cette équipe, donc c'est ce qu'on a essayé de faire. De se comprendre. Il dit souvent le coach que lui et moi on doit être qu'un seul joueur. Donc voilà, c'est vraiment d'essayer d'avoir cette connexion-là, de sentir ce qui va se passer, sa prise de décision et moi pareil. C'est ce que ça nous a souri, je pense, sur le premier but. Donc voilà, c'est comme ça qu'on travaille et on va essayer de progresser dans ce sens-là. Ils ne doivent faire qu'un. Est-ce que, Robin, tu es convaincu par ce double pivot ou est-ce que tu attends un Ismaël Koné qui va plus se projeter? Alors le problème, c'est que Ismaël Koné n'est pas le remplaçant naturel de Kondogbia dans le sens où il n'a pas les mêmes qualités. Il y a des qualités différentes qui vont être moins défensives. Il va beaucoup plus se porter, comme tu disais, de l'avant. Il va beaucoup plus aller dribbler, voire frapper. On sait que le dernier but de Kondogbia, la télé était en noir et blanc. Il en a 0 à l'OM, je crois, ou très peu. Non, mais enfin, il faut dire, non, mais en plus, il a déjà dit lui-même, c'est un Rongier bis dans ce domaine-là. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un de décisif. D'ailleurs, on l'a vu, sa frappe contre Reims, on était tous, on va dire, mitigés sur sa frappe pour pas employer un adjectif un peu plus méchant. Mais c'est pas un garçon qui va t'apporter offensivement. Par contre, c'est le seul garçon qui est capable, justement, dans ce binôme, de rester un peu plus bas, peut-être de contrôler un peu plus les montées des Merlin, des Luis Enrique, voire des Meïté, si c'est Meïté ou si c'est Murillo. Donc, il apporte un équilibre qui est, à mon avis... alors, effectivement, il a marqué contre Donetsk au retour. Vrai. Je viens de m'en rappeler comme ça parce que j'ai des éclairs de génie. Mais Loïc Lachaud. J'ai Loïc aussi. Non, ouais, merci Loïc pour ta précision. Mais si tu veux, ça fait un moment qu'il a l'OM, il n'est pas décisif. Et Koné, il est plus dans un registre offensif. Et je me dis que sur certains matchs, notamment à l'extérieur, où on va peut-être avoir besoin d'un peu plus de stabilité, un peu plus de pressing à mi-hauteur et moins haut, Kondogbia, il n'a pas de remplaçant naturel. Donc j'en suis satisfait si l'équipe elle est dans ce registre-là. Avec Koné, on défendra moins et peut-être qu'Højbjerg sera un peu moins bon parce qu'un peu plus livré à lui-même. Donc c'est un peu une alchimie à trouver. On sait que le milieu de terrain, on se rappelle du fameux ronge-tout. Ça a mis du temps à arriver. Le ronge-tout, l'expression a pris son sens après plusieurs matchs. Et si tu casses déjà cette dynamique en te disant il enlève parce qu'Højbjerg ne partira pas et tu mets Koné à la place, il faut refaire cette dynamique-là. Et souvent, les binômes au milieu de terrain, c'est un peu sacré, un peu comme les binômes de la défense centrale. Tu te dis, j'ai mes gars sûrs.
J'ai envie qu'il soit là, tu vois. Et forcément, plus Kondogbia va jouer avec Højbjerg, plus il va devenir indispensable parce que Højbjerg ne bougera jamais. Et Koné, sa petite blessure, tu sais, c'est ce genre de blessure où tu saisis pas ta chance. Un peu comme Carboni qui avait un peu mal à la cheville, mais il a pas saisi pour Harit. Mario Limina avec c'est ce petit truc, c'est pas les croisés, donc c'est pas 6 mois. Mais tu perds ces 3-4 matchs dans une saison, il y en a 14, 15 en première saison. Déjà, tu te dis, il a joué quasiment le tiers des matchs, l'ami Geoffrey. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Karim, de cet équilibre? Écoute, moi, je considère qu'il ne faut pas avoir une vision tactique figée. L'adversaire joue énormément dans les choix auxquels on doit opérer. Si tu as un adversaire qui est plutôt faible, je ne vois pas en quoi nous avons un intérêt à avoir deux milieux à vocation défensive, très solides dans la récupération, à partir du moment où le ballon, nous serions censés l'avoir plus que l'adversaire. Donc là, c'est plus en maîtrise technique, en animation de jeu offensive, qu'il faudra faire la différence. Et donc, je pense qu'un Kondogbia ne correspond pas tout à fait à ce profil-là face à une équipe sur laquelle nous aurions le dessus relativement facilement. En revanche, et ça va arriver souvent aussi, lorsqu'il va nous falloir une assise défensive solide en termes de récupération, gagner des duels, aller au combat, parce que pour pouvoir animer le jeu, il faut avoir le ballon. Et pour avoir le ballon, il faut essayer d'aller le récupérer maximum de fois. Je crois que sa place, elle est importante dans l'entrejeu, d'autant que devant ces deux milieux défensifs, on a 4 joueurs à vocation offensive. Nous avons aussi par ailleurs des défenseurs qui ont une vocation offensive aussi. Et lorsque tu as des défenseurs qui vont de l'avant, mais il te faut quand même avoir des milieux défensifs capables de pallier à des contre-attaques potentielles et possibles. Donc voilà, je dirais que il faut qu'on ait 2 styles de jeu potentiels, assez souples, malléables, avec une assise tactique solide et forte, mais avec une variante qui soit Kondogbia selon certains matchs et Koné selon d'autres adversaires. Donc, mais on est sur le point de trouver une assise solide et intéressante là. Donc il ne faut pas non plus balayer ça de revers de main, c'est vachement important. Demain, s'il y a une équipe qui est forte en conquête du ballon en face de toi, on sera bien content d'avoir ces deux milieux défensifs qui sont quand même des guerriers. C'est intéressant ce qu'il nous dit Karim Romain sur le côté de cette... parce qu'on parle beaucoup de oui, en Ligue 1, on va jouer des blocs bas, mais on va jouer surtout des équipes qui contrent par définition. Si tu es bloc bas, c'est pour lancer les mecs qui courent vite en contre. Et comme on est quand même avec 4 joueurs offensifs, 5 joueurs offensifs, hein, parce que je mets Quentin Merlin moi dans cette liste-là, et je sais que c'est ton cas aussi. Donc au final, il faut un peu d'équilibre aussi. C'est peut-être pas plus mal d'avoir les deux. Puis, je suis d'accord avec ce qu'a dit Karim, ce qu'a dit Robin. Je pense que tout ce qu'on dit n'est pas incompatible. Le truc pour moi, c'est que je trouve l'effectif ultra polyvalent et je pense que tout le monde est en concurrence avec tout le monde. Je m'explique. Je pense que, prenons le match de Reims, si vous enlevez Luis Enrique et qu'à la place vous mettez Koné, ça passe. Si vous enlevez Murillo et qu'à la place vous mettez Koné, ça passe parce que Koné va glisser au milieu et Kondogbia va passer derrière. Je pense que tous les joueurs sont ultra compatibles et ultra polyvalents dans cet effectif. Donc je pense qu'il ne faut pas résumer la concurrence Kondogbia-Højbjerg avec Koné. Parce qu'il y a Rongier aussi, on ne l'a pas cité. Je suis très surpris de ne pas avoir entendu parler de Rongier depuis le début du débat. Pour moi, à un niveau égal, le meilleur milieu de terrain et le plus complémentaire pour De Zerbi, c'est Højbjerg-Rongier. C'est mon avis. Je pense qu'avec la VMA de Rongier, la capacité à couvrir les espaces, à couper les trajectoires, à gagner des duels hauts sur le terrain, je pense que Rongier, dans la meilleure forme qu'il a montré à l'OM, est plus utile que Kondogbia dans ce registre-là, même si vous savez, je suis un de ceux qui le défend le plus, Kondogbia, et je suis très content qu'il soit resté à l'OM. Je pense que tout le monde est en concurrence avec tout le monde et qu'en fait, c'est les 11 meilleurs qui vont jouer, tout simplement. Si à un moment donné, le meilleur à l'entraînement, c'est Rongier, eh ben Kondogbia, il va sauter. Si le meilleur, à un moment donné, c'est ni Koné, ni Kondogbia, ni Rongier, eh ben ils feront une formule où c'est Merlin qui va glisser au milieu avec Højbjerg. Comme on a vu en prépa.
il faut penser complémentarité et polyvalence. Moi, je pense très bien qu'il y a des matchs où il y aura ni Kondogbia, ni Koné, ni Rongier aux côtés d'Hojbjerg. Hein. On l'a vu dans la prépa. Par contre, des matchs sans Hojbjerg, personne ne les imagine. Ça, par contre, ça, mais c'est une constante. Tu vois, par exemple, tiens, si on n'a pas Hojbjerg un jour, ça peut être très bien Kondogbia avec Merlin, par exemple. Et dans ce cas-là, pourquoi on n'aurait pas Hojbjerg un jour? C'est Luis Enrique qui ferait le rôle de Merlin offensif et Merlin ferait son rôle défensif avec quelqu'un qui reglisserait. C'est de la tactique de Zerbi, c'est un peu dur à expliquer en quelques instants, mais voilà, je trouve que tout le monde est complémentaire avec tout le monde et que pour l'instant, la paire Kondogbia-Hojbjerg, ben moi, elle me convient dans ce qu'on fait face à Toulouse, dans ce qu'on fait face à ces équipes-là. Alors après, est-ce que face à des équipes un peu plus fortes, est-ce que contre Nice, par exemple, je préfère pas avoir Koné à la création, moi, aux côtés d'Hojbjerg, pardon. Oui, je le préfère. Donc, peut-être je me priverai d'un milieu défensif, moi, contrairement à Karim à ce moment-là. Dans un match contre Nice où tu dois créer du jeu, je pense que d'avoir un créateur supplémentaire qui puisse partir un peu plus de derrière, moi, ça me plairait aussi. Donc, tout est possible. Je pense qu'avec cet effectif, on n'est pas au bout de nos surprises. On a des joueurs comme Jonathan Rowe, comme Mopé, qu'on n'a pas ça va vu. être la forme. Pardon, excuse-moi Romain, je pensais que le souci, ça aussi être la forme du moment. Par exemple, un Rongier, moi je ne l'ai pas envisagé simplement parce que il revient d'une blessure longue et que je me dis que est-ce que même sur une première partie de saison, est-ce que Rongier il aura son mot à dire sur la dizaine de matchs qui restent? J'en suis pas certain. J'aimerais, hein, attention, vraiment, je voudrais pour Koné, je le vois vraiment dans un registre différent. C'est pas parce que c'est un registre différent que ça peut pas coller, mais de tout ce qu'on a vu, que ce soit à Watford ou au Canada. Ça peut pas connaître. Ça peut pas connaître. Non, voilà, mais c'est un garçon qui a vraiment pas du tout le même profil que Kondogbia pour le coup. Donc ça veut pas dire que c'est pas possible avec Hojbjerg. Ça veut dire que tu changes du coup de système et que potentiellement les joueurs autour, ils vont avoir un rôle différent parce qu'avec Koné qui va être beaucoup plus haut et de ce qu'on a pu voir, que ce soit avec Watford ou surtout au Canada ou à Montréal, beaucoup de gens te diront, et c'était sa caractéristique première, c'est qu'il va partir avec le ballon, il va vouloir frapper, il va vouloir faire des différences, ce que Kondogbia va beaucoup moins faire. Mais du coup, si lui fait des différences, que Merlin monte sur son côté, que Luis Enrique reste haut, que Murillo fait la même chose, tu vas attaquer à 6. Et tu te retrouves avec peut-être un léger déséquilibre. On l'a vu contre Reims, quand justement ce moment où tu es en difficulté, ce quart d'heure noir, on va dire, où tu te dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Là, Kondogbia, c'est à ce moment-là où justement, j'aurais voulu que ce soit ce garçon qui mette le pied. Il a disparu avec les autres. Et exactement. Et c'est ce qui me fait un peu pencher pour le fait que Kondogbia, ce sera cette rustine de départ, mais je le vois pas dans ces gros matchs ou dans les matchs où on est en difficulté. Kondogbia, quand tu auras un effectif complet, Kondogbia, il jouera 60 minutes. Ouais, en plus, je pense. Donc, il va pouvoir se donner à fond pendant 60 minutes. Il n'y a pas de Coupe d'Europe. Moi, je ne vois aucune difficulté physique. Par exemple, Rongier. Tu disais tout à l'heure, on disait, je ne l'ai pas envisagé. Moi, je pense qu'à terme, Rongier va piquer la place à Murillo et qu'on va avoir une défense à 3 avec Rongier à droite, avec Brassier à gauche, avec Balerdi dans l'axe. Il va piquer la place de tout le monde pour toi, Romain. Non, je pense pas je pense pas je pense vraiment que Rongier va jouer un peu les couteaux suisses et qu'il va jouer un peu partout parce que quand il est en forme, il joue Rongier. Donc je pense que Rongier va jouer à la place de Murillo à terme et je serai beaucoup plus rassuré en termes de construction de jeu, en termes d'impact dans les duels de la récup de balles, comme le disait Karim tout à l'heure. Alors évidemment, on peut pas le faire contre n'importe qui, etc. Mais je pense qu'à terme, et surtout au Vélodrome, on va avoir ça. C'est pour répondre à Robin sur Rongier, je le vois pas, tout ça. Je pense que ça va arriver plus vite qu'on pense. Tiens, vas-y Karim, réponds à Romain, enfin enchaîne, mais sache qu'il y a le CMDA qui te salue. Je sais pas de quelle organisation il s'agit à Marseille. Mais le conseil de la diaspora algérienne marseillaise. Oh là là. Eh ben voilà. Ils écoutent. Ils écoutent et ils sont ravis de t'avoir et on les salue. Eux aussi, c'est vrai que tu m'avais convié, tiens, une fois pour la petite anecdote à une réunion et j'avais passé une très bonne soirée avec. J'avais rencontré des gens très sympathiques. Voilà, je les salue aussi. Je me permets. Exactement. Et au passage, je crois qu'ils n'étaient pas contents de ce qui s'est passé avec Attal. Donc, et je peux les comprendre parce que c'est pas au maire de Marseille de décider qui on recrute ou pas. Bon, je ferme la parenthèse. Donc sur Rongier, je suis tout à fait d'accord avec Romain. Et j'ai un peu fait un impair tout à l'heure parce que vous m'avez plutôt posé la question de ce duo défensif et en mettant l'alternative Koné. Mais là où je suis d'accord avec Romain, c'est qu'il faut surtout pas enterrer Rongier. Moi, je trouve que c'est un joueur qui a une qualité technique en tant que milieu défensif qui est supérieure à Kondogbia, qui peut jouer aussi donc dans la profondeur, qui joue juste.
qui est un relayeur qui a été précieux à l'Olympique de Marseille durant les saisons passées. Donc voilà, c'est un joueur. En fait, on va pas se plaindre d'avoir Koné, Kondogbia et Rongier, qui sont quand même 3 alternatives très intéressantes pour ce poste-là, en fonction de l'adversaire et en fonction de la forme des joueurs aussi. Ne l'oublions pas, parce qu'on parle de l'adversaire, mais aussi de l'état de forme des joueurs. C'est des postes qui demandent une forme physique donc top niveau. Et celui qui aura une baisse de régime, effectivement, aura vocation à être sur le banc. Et celui qui sera plutôt en ascendance sur le plan physique, à rentrer dans le 11 de départ. Donc je crois qu'on a cette chance-là dans cet effectif. Il est malléable, il est souple, il peut s'adapter aussi à l'adversaire, à la forme des joueurs, tout en gardant un style de jeu cohérent et qui ne le modifie pas dans ses fondamentaux. C'est très important. Et effectivement, Rongier, j'ai un petit faible pour le joueur parce que je trouve que il a un abattage défensif qui est certain, mais il a une qualité technique. C'est un joueur qui a été formé à Nantes, il a le jeu à la nantaise, il joue juste, il est technique. C'est un excellent joueur. Et on a la chance d'avoir un joueur comme ça sur le banc. Je veux dire, dans un effectif comme l'Olympique de Marseille. Donc il sera utile, à n'en pas douter, au cours de la saison. Tu fais bien de le préciser, technique, puisque la technique, c'est pas les jongles, les petits ponts, ou voilà. C'est la science du placement aussi, c'est la façon de se mettre sur le terrain. C'est un super joueur. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à l'oublier, malheureusement, parce qu'il était blessé, parce que il nous a tous manqué. Il me manque encore aujourd'hui, et j'espère aussi qu'après une blessure aussi longue, on a tendance à dire qu'il faut à peu près une période similaire. Alors j'espère que ce ne sera pas autant, mais même si on est sur la moitié, ça reste à décembre. J'ai beaucoup de mal à l'envisager dans la rotation jusqu'en décembre, s'il reste dans cet état physique ou dans cet état, parce qu'apparemment il n'était encore pas à l'entraînement aujourd'hui, par exemple. Je me dis aussi que à fond, comme dit Karim, je suis 100% d'accord. J'ai ce petit doute, malheureusement, sur son état physique et sur sa capacité à revenir. Mais pour moi, il est tous les jours devant Kondogbia à 100%. On verra chaque chose en son temps. Et n'oublions pas, pour terminer, l'état d'esprit du garçon, qui est quand même fondamental dans un groupe aussi. Il est l'ancien capitaine, en plus. Exemplaire, un ancien capitaine. Et je pense un joueur utile dans le vestiaire, mais pas seulement dans le vestiaire, mais aussi sur le terrain. Eh bien, très bien, on verra, messieurs, notamment avec le coach, c'est nous, la prépa de ce match contre Nice, et si il y a un bouleversement de hiérarchie qui s'opère, en tout cas, c'est vrai qu'il y a du monde qui postule pour ces 11 petites places de titulaires. Nous, on va passer aux questions-réponses. Encore quelques minutes d'émission, voilà, pour profiter de Robin Lenoir, de Karim Zeribi, de Romain Hering. Profitez-en, posez-leur les questions que vous voulez. C'est trêve, on souffre tous ensemble avec, France-Belgique qui sera au programme ce mardi. Il y a l'amour est dans les prés, je précise. Donc, les traîtres, nous a dit Romain Hering, qui est très fort en tout ce qui est programme télé. Et puis donc la nouvelle émission, de Karim, une émission sur le foot Sud Radio. Donc il nous a dit ça sera jeudi, présenté par Lionel Rosso. Ça sera après le talk. Voilà, on se fait le talk du Phocéen et ensuite on pourra enchaîner. Zach Ozak, vous voyez Luis Enrique finir avec combien de buts cette saison? Je me fais sourire cette question parce que je sais pas, j'ai toujours défoncé Luis Enrique. Du coup cette année j'ai l'air fin, évidemment, parce qu'il faut aussi le dire, parce que souvent on vient et je l'avais dit et j'ai été le meilleur. Alors que j'ai défoncé, j'en viens à défoncer même le plateau, c'est incroyable. Donc oui, non, j'ai toujours défoncé Luis Enrique, donc forcément aujourd'hui j'arrive sur le plateau, je vois cette question, j'ai l'air fin. Attends, tu l'as défoncé, tu n'as pas dit ce mec-là est archi nul, il n'arrivera jamais rien au foot, il sait pas. Non, mais j'ai juste dit... Quand il faisait des matchs pourris, tu disais il fait des matchs pourris, exactement. Quand il pleut, quand il fait beau, il fait beau. Mais j'étais plus tendance à vouloir qu'il ne revienne jamais, voilà. Sans méchanceté aucune, j'ai rien contre le garçon, on se connaît pas, on n'a pas de grief particulier. Je l'ai jamais trouvé très bon, et là j'ai l'impression qu'effectivement il revit. Alors même ses buts, quand il frappe dans l'axe contre Brest ou quand il frappe sur la main du Toulousain, ça marque. J'ai l'impression aussi qu'il est en rush, en folie, et que potentiellement ça va un peu se calmer ce rush, et on a Ro derrière qui va pouvoir prendre le relais. Moi je le vois à 5-6 buts, quoi, pour répondre à la question. Désolé, je sais, je suis dur avec Luis Enrique, je suis désolé. Romain, 5-6 buts. Attends, il va en mettre 4 encore, ça veut dire. C'est bien. Oui, ça va, c'est cool, il reste sur 20 matchs, 30. Non, ça va mal. Non, mais je le vois, allez, 6-7. Allez, 7. C'est énorme, 7 buts pour un
pour un ailier gauche dans une équipe... Enfin, de France incluse. Hein. Oui, on s'est compris. Oui, il joue pas ailier gauche, mais on s'est compris, c'est pas un attaquant de pointe. Finir à 7 buts, là, du coup, parce que ça va être que la Ligue 1 cette saison. Il y a peut-être une Nationale 3 en Coupe de France pour me sauver. Un petit doublé. Ouais, mais après, Romain, c'est énorme, mais il va mettre, du coup. Ouais. Ah, je sais pas, j'essaie d'être gentil maintenant, tu vois, j'essaie de me rattraper parce que j'ai pas été sympa, alors j'essaie de le motiver, mais pour moi, il va pas en mettre beaucoup. Il les mettra. Je l'espère, hein, dans le style de Zerbi, j'ai l'impression que tout le monde va un peu marquer. Même Harit a marqué dans le jeu, donc oui. Je pense que tout le monde va mettre ses 5-6 buts dans ce. Tu vois, les Carboni, les Harit, les Ro, les Henrique, ils vont mettre 5-6 buts. Voilà, la question, c'est combien on mettra Wai, et ça, c'est une question centrale de notre saison. Et Greenwood est lancé pour en mettre une vingtaine aussi, donc voilà. Mais si Wai, il en met 5-6, ou s'il en met 12 ou 15, c'est pas pareil. Donc c'est surtout ça la clé. Henrique qui mette 5 buts ou 7 buts, ça changera pas notre saison. Je souhaite qu'il en mette 7. C'est ça, et je vais même aller plus loin, Romain, il y a but et but, alors c'est pas, on enfonce parce qu'il y a Sacrob qui nous dit, non mais il y a des intervenants qui ont dit que c'était un joueur de national à un moment donné, il faut je suis pas allé jusque là. Moi je l'ai dit, moi j'ai dit qu'il jouait pas en national. Et je pense que sur le niveau qu'il avait quand on l'a pris, et même quand on l'a récupéré, pour moi il avait pas le niveau pour jouer en Ligue 2. Paradoxalement, quand il arrive, je le maintiens. Hein. Quand il arrive, deuxième partie de saison où il y a Milik, il fait 5 passes décisives en deuxième partie de saison. Vous pouvez regarder. Et je me dis, il est lancé. Il joue un peu piston dans un 5-4-1 de Sampaoli. Et je me suis dit, peut-être que le garçon est lancé. Donc on avait entrevu quelque chose. Et par contre, après, sur le début de la saison, il a plongé. Et il était catastrophique. Mais c'est là où je rejoins totalement ce que dit Romain. C'est-à-dire qu'on avait affaire à un joueur, notamment l'an dernier, où tu t'en sors dans une équipe qui tournait absolument pas par le caractère. Et ça, mentalement, il n'y était pas du tout. Et les qualités physiques. Et effectivement, il n'y serait pas. Et je pense que dans ce sens-là, effectivement, on l'aurait mis peut-être dans une équipe de nationale, il n'y serait pas. Alors que là, tu rentres dans une équipe avec un coach qui a un schéma préétabli, où il y a chacun qui a des missions. Et peut-être, pour répondre à Sacrom, qu'on pourrait prendre, et il y a de très bons joueurs en national, des joueurs de national qu'on mettrait dans un système de Zerbi où ça roule, où tu as à faire ça, et de jouer. Et peut-être qu'il nous permettrait de participer à des victoires de l'OM. Tu en penses quoi, toi, Karim, de Luis Enrique ? Écoute, on peut parler du nombre de buts qu'il peut mettre, mais aussi du nombre de buts qu'il peut amener, parce que c'est plus aussi à ce niveau-là qu'on est en droit de l'attendre, plus en passeur et avec une position qui est celle je dirais, de prendre un peu à défaut la défense, que de marquer et d'être un buteur né. Pour moi, c'est pas un buteur né. S'il en met 6 ou 7, c'est bien. Mais est-ce qu'il peut en amener des buts? Est-ce qu'il peut permettre à notre avant-centre, dont on attend quand même plus que lui pour mettre des buts, d'en mettre au fond? Parce qu'à ce titre-là, on est un peu sur notre fin là, concernant notre attaquant de pointe. Hein. C'est clair. Charlie Goyard, tiens, j'enchaîne, qui nous dit qu'il a 15 Coréas. Ça, on est tous d'accord. Oui. Ça, il n'était même plus footballeur, l'ami Correa, d'ailleurs, qui fait rien, vous l'aurez noté, pour son mercato. Le fameux love de l'Inter. C'est quoi. Maror qui nous dit, est-ce que finir à la 4e place serait un échec? Oh que oui. Pour moi, ce sera un drame. Ce sera un drame. Je le vivrai encore plus mal que la 8e place de l'année dernière. Vraiment. Avec un vrai coach, avec une vraie pré-saison, avec un match par semaine, avec un Greenwood, X Højbjerg, Koné et compagnie. Ah ouais, non les gars, me faites pas moins de 4e. Hein. Et 4e, je serai mi-figue, mi-raisin déjà. Mais parce que je sais que c'est qualificatif à la Coupe des Champions, donc je sourirai. C'est 4e la question. Donc 4e, il y a... Mais ce serait normal. Voilà. Ce serait travail bien fait, mais 10 sur 20. Quoi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Romain? Moi, ça serait calamiteux. Tu as une saison, tu as la chance de ne pas avoir de Coupe d'Europe, alors que tout le monde va se tuer à la tâche sur 8 matchs de Ligue des Champions, 8 matchs d'Europa League. Pour moi, c'est top 2-3 indiscutablement et obligatoirement. Si tu n'es pas dans les 3 premiers, bon, évidemment, un peu les saisons, on sait ce que ça peut y avoir une grosse blessure, oui, mais en l'état actuel des choses, avec 2 Zerbi aux manettes, avec ce qu'il propose comme style de jeu, ce que les joueurs, on a parlé de Greenwood, tout ça, non, pour moi, il n'y a que Paris qui est au-dessus et encore. Tiens, Romain, garde la parole. Il y a Marco 1334 qui nous dit, qu'avez-vous pensé de la conf de Neil Maupay?
Pas mal l'ami. Alors, pareil, hein, jurisprudence Ismaël Koné. Voilà, les confs, c'est bien, mais on préfère les matchs. Là c'est pas mal, mais bon, il a notre capital sympathie. Il est intelligent dans sa communication déjà. Oui, moi je trouve que c'est quand même important aussi de montrer qu'on est quelqu'un de posé, qui sait s'exprimer, qui n'a pas peur. Tu mets sa conf à côté de celle d'Iliman Ndiaye, c'est pas pour le cibler. L'année dernière en présentation, tu peux faire pareil avec Ismaïla Sarr d'ailleurs. Les deux, c'est ils savaient pas parler, ils avaient peur. Donc moi je suis désolé. Ismaël Koné, il a le même âge, hein, donc je prends Ismaël Koné sur Iliman Ndiaye, ils ont le même âge. Non mais c'est vrai, Romain. Romain, tu non mais oui. Non mais le problème c'est que je revois Iliman et le pauvre, et je dis ça, on oublie l'âge, et voilà, parce que on a Karim aussi qui est un habitué des plateaux nationaux, tout ça, mais on oublie que quand c'est quelqu'un, on te met 20 ans, on te met des projecteurs, tout ça sur la tête, c'est pas évident. Ton but, toi, ton rêve, c'était de jouer au foot. Non, mais ça donne quelque chose de la personnalité. Oui, non, Koné, clairement. Il n'a pas eu peur des caméras. Koné, il n'a pas peur des caméras. Il est là, il est bien, il est à l'OM, il est c'est l'OM, putain, c'est bien, je suis content. Moméité aussi, voilà, c'est on sentait exactement. Des mecs qui n'ont pas peur quand ils signent. Il y en a plein. Ouais. Mais et d'ailleurs, on en a de plus en plus, et je trouve ça très bien, des gens qui savent bien s'exprimer. Mais voilà, il y a des joueurs dès la première conf, on se dit oulala. Il y a un petit blocage quand même. Et ça se confirme. Voilà, Sarr, Ndiaye. On pourrait regarder les recrues de l'année dernière, mais toutes ne s'exprimaient pas bien en conf. C'est pas capital, parce qu'il y a des joueurs qui savent pas parler. Mbemba, par exemple, parlait pas très très bien. Sur le terrain, les pieds, il parlait pour lui. C'était pas une question de confiance, c'était plus une question de capacité à s'exprimer. Mais ça veut dire quelque chose. Mopé, je suis désolé, j'ai passé 20 bonnes minutes à le regarder. Alors, ça veut pas dire qu'il va être excellent, mais ça dit quelque chose du mec. Ça dit que le mec, il est là. Voilà, je sais, c'est l'OM, je prends un pied fou, je suis avec deux Herbis. En gros, c'est ce qu'il a dit. Hein. J'ai l'OM et deux Herbis qui m'ont appelé le même été, et c'est pour aller dans le même club. Je signe, quoi. C'est incroyable pour lui. Le mec, il est du Sud. Wow. Il a grandi certainement dans. Je veux pas. Il le dira lui-même, mais il a grandi dans une atmosphère, où l'OM était présent. Donc pour lui, il le dira pas parce qu'il a peut-être pas envie d'aller dans la caste des Gigot, des Alessandrini, etc. Mais lui, l'OM, c'est quelque chose d'important. Et t'as l'OM et deux Herbis qui t'appellent en même temps. Et à la conf, tu dis, putain, c'est l'OM. Putain, vous vous rendez pas compte, mais je suis tellement content. En plus, le coach, c'est un des meilleurs du monde. Enfin, moi, je trouve le discours. Moi, j'ai pris 20 bonnes minutes dans la tête, voilà. Alors que des fois, à la conf, tu sais très bien, Romain, on y va à reculons des fois. Mais là, franchement, c'était un plaisir. C'est vrai. Et ça n'a rien à voir avec la nationalité des joueurs ou autre, parce que bien sûr, non, ça n'a rien à voir avec comme tu as ciblé Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, enfin, tu as cité leur exemple. Je peux citer des Français. Quentin Merlin, l'année dernière, quand il s'exprimait, c'était pas terrible. Il y avait des fautes de phrases, des fautes de phrasés, des hésitations. Sur le terrain, c'était hésitant. J'ai trouvé la première conf de Quentin Merlin beaucoup plus rassurante. Un exemple. Après, Mopé, c'est le divertissement. Romain, tu le sais très bien. Bien sûr, mais malheureusement, on est obligé de le préciser. C'est intéressant. C'est intéressant ce que dit Romain, mais excusez-moi, moi je mets un peu les pieds dans le plat. Il y a l'accessoire et l'essentiel. Pour moi, bien s'exprimer en conférence de presse, c'est accessoire. Donc, c'est tes performances sur les terrains qui sont essentielles. Donc, et pour moi, la meilleure manière de s'exprimer pour un joueur qui vient à l'Olympique de Marseille, c'est de démontrer effectivement sa capacité à faire face à la pression marseillaise, donc à assumer ce qu'on attend de lui. Parce qu'on a eu combien de joueurs qui sont arrivés, qui avaient une belle carte de visite, qui parlaient très bien en conférence de presse, et lorsqu'ils sont arrivés et rentrés au Vélodrome, donc ils se sont effondrés. Et après quelques contre-performances, tu les voyais plus. Donc encore une fois, la force de caractère d'un joueur à l'Olympique de Marseille est la plus importante sur le rectangle vert. Lorsqu'il nous a démontré qu'il était capable de porter ce maillot, d'être fier de le porter, c'est plus simple ensuite de venir en conférence de presse. Tout nous promettre en conférence de presse, nous dire que c'est magnifique, que c'est qu'on est le plus grand public, qu'on est le plus gros public, que deux herbiers magnifiques, machin et tout. Ce que je veux dire par là, il y a l'accessoire et l'essentiel. Mopé, c'est le divertissement, c'est pas que l'OM, c'est Mopé. Il fallait voir ce qu'il a fait sur Twitter avant son arrivée. Il a retweeté Romano en faisant des blagues. Il a été connu en Angleterre. D'ailleurs, tous les fans, quand il est parti,
Ils ont tous fait. On a perdu le plus grand divertisseur. Enfin, j'aurais du mal à le traduire, mais entertainer. Exactement. Voilà. On a perdu le plus grand. Alors, j'allais dire clown, mais c'est dépréciatif. Mais disons que il en a fait des belles, notamment contre Arsenal, contre Dibu Martinez et compagnie. Il est connu pour ça. Donc, on savait que sa conférence de presse, elle allait être dans cette optique-là. Que c'est un garçon qui est content de jouer au foot. C'est un garçon qui est content aussi de chambrer. C'est un garçon qui est content, de manière générale, un peu de titiller les autres. Donc, moi, je m'attendais à ce qui s'est passé, ni plus ni moins. Alors moi je me méfie, tiens Robin. Après, comme dit Karim, des joueurs Twitter, j'ai un exemple. Comme dit Karim, il a raison au bout d'un moment. Moi je juge aussi le terrain, tu vois, et me dire bon le truc, parce que Neal Maupay sur ses derniers matchs à Everton et tout ce qui s'est passé, les fans ils n'étaient pas très très contents de lui. En fait, tu accompagnes tes performances. J'ai un exemple, j'ai un joueur, et c'est pour ça que c'est à double tranchant. Moi j'ai un joueur Twitter par définition qui s'appelle Joey Barton. Il est venu à l'OM, qui était très bon sur les réseaux sociaux et qui était très neutre sur le terrain. Au bout d'un moment, moi je l'ai vu, mais il y avait toujours des gens qui regardaient peut-être plus les réseaux sociaux que les matchs. Et du coup, Joey Barton, tu as vu, c'est vraiment l'OM. Et encore aujourd'hui, il jouit d'une image et d'une popularité pas du tout en adéquation avec ce qu'il a apporté sur le terrain. Parce que je rappelle quand même que Alexis Romao a beaucoup plus apporté à l'Olympique de Marseille que Joey Barton. On a les images avec Zlatan et compagnie. Mais aujourd'hui, personne ne te parle d'Alexis Romao. Le problème des highlights, comme on dit, de Maupay, c'est quand il fait les fléchettes contre Tottenham, c'est quand il bouscule Martinez et c'est quand il a son énorme raté. D'ailleurs, en première ligue, le plus gros raté de la saison dernière ou celle d'avant, c'est lui qui l'a et il a été le plus gros raté de la saison. Donc ce que je veux dire, c'est un bon joueur sur les réseaux pour l'instant. Et comme dit Karim, moi, ça me fatigue peut-être parce que je suis vieux et sur le chat, les gens vont dire mais quel vieux con. Mais moi, ça me fatigue. En vrai, j'ai envie qu'il soit bon sur le terrain. Et s'il est mauvais en conférence de presse, regardez Greenwood, il est arrivé. Déjà, il n'avait pas envie de la faire sa conf. Et il est arrivé, il a calmé tout le monde. Et en fait, tu as des exemples pour tout et pour rien. Moi, il y a un joueur récemment, je ne saurais même pas vous dire. Alors, c'est vraiment parce que je suis l'OM que je l'ai vu et compagnie. Mais je pense que toi, Robin, tu ne connais même pas le son de sa voix. C'est Sanji Zunder. Et c'est un joueur qui, pourtant, moi, sur ces 2 saisons à l'OM, a montré des choses très intéressantes et j'en garde un très bon souvenir, même si je n'ai pas entendu le son de sa voix. Il y avait un très bon traducteur qui était assez rigolo. Oui, puis il avait ça peut être révélateur. Je vois ce que vous voulez dire, parce que moi, je bosse dans la com, dans la pub et tout, donc j'ai ce côté. Par exemple, quand j'ai vu Lilian Brassier, pour donner une idée, je me suis dit, oulala, il a l'air stressé, le garçon. Paradoxalement, tous ces matchs, il a les genoux qui tremblent et je me suis dit, purée, j'ai vu la conf et je me suis dit, j'espère qu'il va pas être comme ça en conf. C'est pas anodin. Et je me suis dit la même chose pour Iliman Ndiaye, mais on s'est tous dit, et ça, on va pas se mentir sur Iliman Ndiaye, il est mignon, c'est l'enfant de Marseille, il est timide parce qu'il est il a une émotion énorme, donc c'est mignon. Pour Brassier, je me suis pas dit c'est mignon, je me suis dit ouh, le garçon, il a les cuisses qui se touchent au vélodrome en conf, il a du mal à dire qu'il va jouer au football alors qu'en fait c'est un kiff. C'est pour ça que Maupay c'est marrant parce que tu dis bah oui, le gars est bon. En fait, il kiffe, il a la vie qu'on voudrait avoir quand on est joueur de foot ou même nous. Moi demain tu me dis ce qu'il dit, tu signes à l'OM donc tu te dis waouh, c'est un kiff, il y a 2 Herbie, machin, c'est la folie. Mais fais attention aussi en disant ça parce que c'est la folie, mais nous notre folie elle est au stade, elle est devant la télé. Et oui. Robin il l'a dit aussi, il a dit de toute façon je sais, c'est le terrain qui parlera, si je suis pas bon ils me siffleront et c'est normal, tu vois il est conscient du truc, il est pas en mode oui, mais bon il est parti d'Everton parce qu'il s'est embrouillé avec un supporter avec l'histoire du train, ça date de 15 jours, donc ça il dit ça, mais les supporters enfin, c'est compliqué, moi j'aime bien mais je suis un peu fatigué du FC Divertissement Twitter. Non, mais disons qu'on a des joueurs qui ont quand même un certain charisme cette année. Et je trouve que ça nous manquait. Vraiment, tu vois, les Højbjerg, c'est un charisme différent, mais Maupay, même Jonathan Rowe, les impressions. Après, j'ai bien aimé Rowe, il était rafraîchissant, il arrive en costume et tout. Non, mais il y a des bons. C'est quand même, il y a des personnages. Et on n'a jamais fait des meilleures saisons que quand on avait des personnages. Regarde l'équipe de Deschamps, c'est que des personnages. Ah oui, non, mais je pense qu'on a besoin de personnages. Après, entre personnages et clowns, justement, c'est ça la différence. T'as un personnage. On avait des clowns aussi dans l'équipe de Deschamps. Oui, non, mais on en a déjà. Non, mais les gars, on en avait un beau, avec Stéphane Mbia, on avait un très très beau clown. Ah oui, ça c'est vrai que c'était des confs pour ceux qui les ont vécus. Non, mais les Diawara et compagnie, c'était vraiment. Diawara, pour moi, il est. Diawara, pour un journaliste, c'est le Graal, Diawara. Enfin, c'est le Graal. Ça dépend. Vraiment, mais je te le pense très sincèrement. Je trouve que Souleymane Diawara, c'est peut-être en termes d'entretien et autres, c'est peut-être un des footballeurs. Et peut-être, tiens, tu vois, pour rejoindre ce qu'on dit sur le chat et tout, c'est peut-être un des footballeurs les plus intelligents que j'ai vu. Et je peux vous dire que j'ai eu des conversations avec Souleymane Diawara au cours d'entretien et des réflexions qu'il a sur son évolution de vie, de sa condition de vie au Havre, jusqu'à se faire des très beaux restos à Cassis et
il y a beaucoup de joueurs, des internationaux français ou autres, qui n'ont pas l'ouverture d'esprit et la grandeur d'esprit de Souleymane Diawara. Quand tu avais Taiwo Diawara et Benjamin Mendy, tu savais que là, tu allais rigoler. Et ça ne l'empêchait pas d'avoir ce côté bon vivant aussi, mais c'était exceptionnel. Karim, est-ce que tu as des souvenirs de joueurs comme ça on aime avant tout, on regarde le terrain, mais des mecs qui t'ont un peu marqué par aussi les à côté, le charisme qu'ils pouvaient dégager? Moi, il y en a un qui m'a marqué de ce point de vue parce qu'il arrivait à concilier, je dirais, une position qui était parfois clownesque au sens positif du terme à l'extérieur, mais qui était un phénomène, un des plus grands phénomènes de l'Olympique de Marseille des 30 dernières années, c'est Waddle. Donc, il était rigolo, il était bout en train, il se prenait pas au sérieux. Tu avais l'impression que ça pouvait être ton pote, tu pouvais aller boire un coup avec lui. Et en même temps, quand il était sur le terrain, face aux plus grands en Europe, il était capable d'être dans une posture totalement décontractée, décomplexée, et d'être le plus grand dribbleur qu'on ait pu connaître dans ce club, quoi. Donc, fantastique. Ouais. Moi, j'adore ce genre de joueur. Parce que, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est il faut d'abord être bon sur le terrain pour qu'on puisse effectivement regarder les à côté à l'extérieur. Enfin, moi, personnellement, quand on recrute quelqu'un, c'est pour qu'il nous porte le maillot avec dignité, avec fierté, qu'on soit content de le voir sur le terrain, qu'on ait envie de l'applaudir, de le soutenir. Et s'il y a ça, alors oui, la cerise sur le gâteau, c'est quand le type est intéressant à l'extérieur, ou marrant, bien sûr. Waddle, il avait ça, et en même temps, j'aimais bien parce que c'était un type c'était certainement un grand professionnel, mais qui se prenait pas au sérieux. Donc, et ça, c'est assez fort. Je suis trop jeune, je suis un tout petit peu trop jeune pour Waddle. J'ai des souvenirs, mais c'est des personnes comme Karim, que je n'insulte pas de vieux, évidemment, mais qui me les ont racontés. Nous, on est plus Diawara, Taiwo. J'ai vu un truc sur Waddle. Ouais, vas-y, dis-moi, Romain. C'est pas dans les 30 dernières années, Waddle. Désolé pour le petit coup de vieux. Et oui, c'est pour ça que je dis ça. Ça date un peu plus. Mais il y a une anecdote qui est magnifique. J'en ai déjà parlé, mais je suis obligé de la rappeler. Un jour, ils vont à Bordeaux, ils affrontent, et on lui dit, tu vas voir un latéral qui monte en Ligue 1, on en parle beaucoup, Lizarazu, tu vas voir et tout. Et Waddle a dit, vous allez voir, Lizarazu, je vais le mettre 5 fois par terre. Et en fait, dans le match, il s'amusait à dribbler Lizarazu. Et une fois qu'il mettait Lizarazu à terre, il disait 1, 2, 3, 4, 5. Et il l'a fait. Alors, l'OM ne s'était pas imposé à Bordeaux, évidemment, comme le veut la tradition. Et on remercie encore Cengiz Under pour ça. Mais voilà, Waddle, il y avait aussi ce panache. Mais c'est 30 ans, Waddle, pourquoi tu me fais la remarque là? 93, 2023. C'est plus loin. 2024. On n'est pas en 2000. Ça va. Voilà. Ça va. On a basculé. À un an près. C'est pareil, c'est pareil. 93, il n'était plus là. Alors, il était venu pour préparer la finale, mais il n'était plus là. Il était plus dans l'équipe. Oui. Ça fait plus de 30 ans, les gars. Exactement. 32 ans. Messieurs, cette émission touche à sa fin. Merci Karim d'avoir été avec nous. Merci Robin. Merci à tous. Romain. Merci à vous. Bonne chance pour ton émission sur Sud Radio. On se retrouve très vite, dès jeudi, pour le prochain talk demain à 11h. du Phocéen. Et bien sûr, l'OM au café à 11h pour les irréductibles. On se retrouve sur le Phocéen avec grand plaisir.